Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Puisque nous venons d'évoquer la situation politique aux États-Unis avec l'élection présidentielle qui approche, nous allons parler de populisme en général, mais de populisme aussi aux États-Unis. Bonjour Pierre-Rose Envalon. Bonjour. Vous publiez Le siècle du populisme, histoire, théorie, critique aux éditions du Seuil. Une tentative de penser le populisme, de le prendre au sérieux et pas seulement comme un symptôme lorsque vous observez la manière dont Donald Trump incarne aujourd'hui le populisme, en fournit peut-être d'ailleurs un maître étalon. Est-ce que c'est cela aujourd'hui l'horizon de la démocratie américaine ? En tout cas, on voit qu'aux États-Unis, le populisme n'est pas du côté des démocrates. Les deux personnes dont on a parlé, qui sont sélectionnées, entre guillemets bien sûr, par le New York Times, c'est la gauche redistributive, c'est la gauche keynésienne, c'est la gauche ouverte aux minorités dans un pays où le pays est un composé de minorités. Donc on n'a pas du tout de populisme, je dirais, de gauche. En revanche, du côté Trump, on a un populisme éclatant. Et la dernière manifestation de ce populisme de Trump nous a été donnée par la ligne argumentaire qu'il commence à mettre en place à propos de son impeachment. Puisqu'il a commencé à dire que l'impeachment était une attaque antidémocratique. Il a même dit « le procès d'impeachment est une insulte pour tous ceux qui ont voté pour moi ». C'est-à-dire qu'il considère que le sacre électoral vaut légitimité indépendamment de tout comportement. Cela veut dire pour lui que l'état de droit n'est pas un élément central de la démocratie. Cela veut dire pour lui que le peuple qu'il entend représenter est un peuple qui est le bon peuple et que ses adversaires seraient des ennemis représentant le mauvais peuple, représentant en un mot, les ennemis du peuple. Donc là, on a, je dirais, un élément absolument central, constitutif du populisme, non pas entendu au sens vague de démagogie, mais le populisme entendu comme une sorte de projet politique concernant une vision de la démocratie, une vision de la société et aussi une vision de l'économie. C'est-à-dire une manière de dire finalement que lorsque l'on est élu, on est plus légitime que le droit, que la Constitution. Est-ce que c'est une manière tout simplement de considérer que l'on a raison sur toute une série de traditions constitutionnelles, politiques? Pierre-Rose Envalon. Voilà, et c'est une question de fond qu'il faut prendre très sérieusement, parce que cela signifie de dire que la majorité est ce qui représente véritablement le peuple dans la société. Et que ceux qui veulent défendre l'état de droit, la liberté d'expression comme des valeurs en elles-mêmes, ont un point de vue uniquement libéral. Et que dans ce cas-là, eh bien, le libéralisme, il joue contre la démocratie. Et cette vision d'un libéralisme qui serait antidémocrate d'un certain point de vue, que défend Trump, est très problématique. Pourquoi ? Parce que le sacre de la majorité dans la démocratie, il s'explique par le fait qu'il faut bien un moment trancher. Et trancher, c'est dire que 51 est supérieur à 49. Tout le monde peut être d'accord là-dessus. Mais cela ne veut pas dire qu'on représente toute la société. D'où, dans les démocraties, j'insiste sur ce thème, la nécessité de mettre en place d'autres institutions représentant la souveraineté du peuple. Et le peuple, c'est aussi n'importe qui. C'est l'homme ou la femme quelconque. Et l'homme et la femme quelconque, c'est celui qui a des droits. Et donc, défendre ces droits, ça n'est pas un point de vue libéral qui limiterait le pouvoir politique élu. C'est la représentation de chaque individu particulièrement. De la même façon, la démocratie, c'est aussi un pouvoir dans lequel personne ne peut mettre la main, privatiser une institution. Et c'est ce qui justifie des autorités indépendantes. Et Trump, lui, il veut mettre de côté tout cela. Il veut politiser la Cour suprême, qui, hélas, a commencé à l'être aux États-Unis. Et il pense qu'au fond, les juges sont presque des adversaires de la démocratie. Mais alors vous avez intitulé votre livre « Le siècle du populisme ». Si on reste dans l'exemple américain, des candidats populistes, il y en a eu, alors des candidats en fait à l'investiture. Dans les années 30, par exemple, il y avait Huey Long, il y a eu également Henry Ford qui souhaitait devenir président, et puis... Et Wallace, dans les années 60. Autre exemple. Un raciste. Mais alors,
à chaque fois, je parle pour les premiers, Hubbé Long a été assassiné, Henry Ford, lui, n'a pas obtenu l'investiture. En tout cas, il y a eu ce qu'on appelle des gatekeepers, autrement dit des gardiens de la porte, qui ont empêché ces hommes d'avoir l'investiture, puis évidemment d'être élus. Dans le cas de Donald Trump, il a été élu de manière parfaitement licite. Est-ce que ça ne signifie pas tout simplement que ces populistes sont des gens que l'on n'apprécie pas nécessairement, autrement dit que l'on donne avec ce stigmate-là une manière de considérer qu'ils sont moins légitimes que d'autres? Est-ce que c'est pas le populisme une manière juste de désigner une tradition politique que l'on n'aime pas, Pierre Rosanvallon? Effectivement, le mot populiste a été employé très souvent de façon dépréciative. Et les personnes que vous avez mentionnées étaient tout simplement des démagogues. Et encore pour beaucoup, le terme populiste veut dire démagogue. Mais je pense que populiste veut dire autre chose. Il faut construire ce terme de façon plus solide. Populisme, au premier sens du terme, on peut considérer que c'est une réaction sociale à tout un ensemble de sentiments, d'invisibilité, de dysfonctionnement démocratique, d'indignation devant les inégalités. Donc là, c'est une réalité sociale qu'il faut prendre en compte. Mais cette réalité sociale, elle est en quelque sorte exprimée, elle est canalisée par des mouvements qui prétendent en être propriétaires d'une certaine façon et qui l'adossent à une théorie de la démocratie, à une conception de la société fondée sur l'exclusion et un principe d'identité excluante, à une vision purement politique de l'économie à travers très souvent des accents protectionnistes. Donc ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'une vision, après tout si on entend par populisme la démagogie, le populisme a toujours existé. Mais aujourd'hui, le populisme se présente, on doit vraiment dire, comme une forme de théorie positive de la démocratie. Ça n'est pas simplement une réaction, c'est une vision positive. Et si elle marque des points, pourquoi ? Elle marque des points partout dans le monde. Parce que c'est le fait que les régimes populistes, on les a vus se développer dans les Philippines de Duterte, en Inde, hélas, aujourd'hui avec Modi, en Europe bien sûr, en Amérique latine et ce qui paraissait improbable, en Amérique du Nord. Et pourquoi se développent-ils ? Eh bien parce que, au fond, ils apparaissent comme l'alternative. Aujourd'hui, ils apparaissent comme l'alternative à un libéralisme démocratique qui paraît un petit peu à bout de souffle, qui n'apparaît plus comme portant un projet de transformation du monde, mais uniquement de conservation, et en plus de conservation en faveur d'un petit nombre de privilégiés. Bon, on va reparler du cas français, bien sûr, avec la situation politique et sociale de notre pays, Pierre Rosanvallon, mais lorsque l'on prend l'exemple de Trump, et il n'est pas le seul, on pourrait prendre l'exemple d'Orban, en Hongrie, eux se présentent comme étant des approfondissements de la démocratie. Ils ne considèrent pas du tout qu'ils sont en train de refermer la parenthèse démocratique. Ils ont raison ou ils ont tort ? Leur argument est tout à fait... Ils ont raison de se présenter comme des démocrates. Parce que, en tout cas, c'est ceux qui le pensent être. Et s'ils sont suivis, c'est pour cela. Le problème est donc qu'on ne peut pas se contenter de les critiquer comme étant illibéraux. Or, je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, le nerf de la critique de ces régimes populistes et de dire ce sont des démocraties illibérales. Non, il faut dire ils tentent d'approfondir une démocratie qui effectivement ne se porte pas bien, une démocratie qui ne représente pas la société, une démocratie dans laquelle les citoyens ordinaires ne sont pas assez actifs, n'ont pas assez leur place, mais la réponse, c'est la réponse qu'ils donnent qui est discutable. Ils visent d'une certaine manière à simplifier la démocratie, à la polariser. Alors que je pense au contraire qu'il faudrait démultiplier la démocratie et en quelque sorte en multiplier les formes d'expression et non pas simplement le vote une fois, la croyance dans la capacité qu'a un leader à incarner toute la société. Représenter la société, c'est, au sens large du terme, rendre présent les problèmes que vivent les citoyens sur la place publique. Et c'est ce qui fait trop souvent défaut aujourd'hui. Toute la société, voire
tout le peuple, puisque ce sont des gens qui Le peuple, justement, le peuple, il est à construire. Personne n'a vu le peuple comme une masse de 99,9% face au 0,1%. Qu'il y ait dans nos sociétés 0,1% de la société, ceux qui cumulent une grande partie des patrimoines ou les revenus les plus importants, que ce soit un problème radical dans nos sociétés auquel il faut apporter des solutions par plus de redistribution, par une redéfinition de la propriété, par une limitation de la propriété dans le temps, c'est évident qu'il faut une politique qui se concentre sur les problèmes posés par cette richesse des 0,1%. Mais ça n'est pas comme ça, ou pas simplement comme ça que sera constitué le peuple. On le voit bien aujourd'hui dans tous les débats qu'il y a sur la justice dans les retraites. C'est le problème de la différence d'espérance de vie entre le cadre et l'ouvrier, entre celui qui a un régime de travail pénible et celui qui n'en a pas. Le peuple est quelque chose à constituer. Il est une collectivité à faire vivre dans la solidarité. Il n'est pas déjà là. Donc cette vision populiste qui présuppose qu'un peuple avec toute son évidence est là et qu'il a toute sa cohérence, qu'il a ses principes de justice, non, c'est une tromperie de dire cela. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une manière de présenter les choses, alors surtout chez Trump par exemple, puisqu'il se prétend être le peuple et pour autant la politique qu'il mène, mais aussi certains de ses appuis sont beaucoup plus proches de l'oligarchie que de la frange populaire de l'Amérique qui a pour autant été son électorat, Pierre Rosanvallon. Alors il est évident que si l'on regarde, je dirais, la situation objective de Trump, si l'on regarde de quel côté sont ses intérêts, on va dire Trump appartient justement à cette catégorie des privilégiés et pas la catégorie la plus brillante parce que ça n'a pas été un innovateur, ça n'a pas été un inventeur, ça a été juste un spéculateur et un fils de famille, d'une certaine façon, ce que l'on sait. Mais là où Trump a gagné, ça n'est pas en s'exhibant de cette façon. Là où Trump a gagné, c'est parce qu'il a été capable de susciter tout un ensemble d'émotions. Si les citoyens avaient regardé Trump avec à la lumière de leurs intérêts et des réalités économiques, ils n'auraient pas cru à ses paroles quand il avait dit dans la Convention « Je vais être votre voix, je suis la voix du peuple ». Mais en revanche, du point de vue des émotions, il s'est présenté comme l'anti-establishment, comme l'anti-Washington, et paradoxalement comme un milliardaire apôtre de la marginalité sociale. Donc, ça n'est pas du côté des intérêts, mais du côté des émotions et des passions qu'il a gagné. Et ça montre une chose importante, c'est que la politique, elle est aussi du côté des émotions et des passions, et pas simplement des intérêts. Vous l'avez dit, Pierre Rosanvallon, le terme de populisme, c'est un stigmate. Il est bien entendu accolé à des gens que l'on n'aime pas, lesquels gens n'assument pas ce qualificatif. Donald Trump ne l'assume pas. Et certains hommes politiques nient même l'existence de ce terme. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça veut dire, populisme ? C'est une invention de la petite bourgeoisie dorée parisienne, c'est qui manifeste sa haine du peuple. Donc elle baptise populisme tout et n'importe quoi. Tout ce qui n'est pas bien, dans la case, dans la norme. Bah oui, et alors ? C'est le peuple. Il manifeste. L'accusation populiste ne veut rien dire. C'est une étiquette dans laquelle il y a tout et n'importe quoi. Mais il y a surtout le peuple. Et c'est ça qui fait peur aux belles personnes. Une réaction, Pierre Rosanvallon, à ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait avoir la date exacte de cette déclaration, parce que je cite dans mon livre... En 2015. Je cite d'autres paroles de Jean-Luc Mélenchon, où il dit « Si être populiste, c'est défendre les intérêts du peuple, eh bien, à ce moment-là, j'accepte d'être reconnu comme populiste. » Et effectivement, ce qui a beaucoup changé depuis 5-6 ans au moins, c'est qu'est apparu sur le champ intellectuel, avec des personnes comme Chantal Mouffe, avec Ernesto Laclos, avec Nancy Fraser, avec Wendy Brown, tout un ensemble d'intellectuels très reconnus et à l'œuvre très consistante, qui n'ont pas eu peur de dire oui, il faut reconnaître que derrière ce thème qui voulait être un stigmate, il peut y avoir quelque chose de positif à défendre. Il y a une raison populiste, dirait Laclos, qui est positive et pas simplement des passions populistes qui seraient mauvaises. Et là, il y a tout de même
un tournant, je dirais, qui ressemble d'ailleurs à ce qui était historiquement le tournant du mot démocratie. Dans les États-Unis de la période révolutionnaire, le mot démocratie était une insulte. Dans la France de la Révolution française, il y a eu 5000 journaux qui ont été publiés. Aucun n'a le mot démocratie dans son titre, et simplement 2 ont l'adjectif démocratique. Et peu à peu, la démocratie rêvée par les uns et honnie par les autres est devenue un régime positif qu'il s'agissait de construire et de défendre. Et le populisme est sorti, je dirais, de cette première époque. Et maintenant, il est dans la démocratie, une façon de penser la démocratie, eh bien qu'il faut discuter et peut-être critiquer, ce que je pense. Mais ce qui est étonnant, à chaque fois, dans tous les exemples en fait de régimes populistes quasiment assumés, en Turquie, en Hongrie, en Pologne, bref, dans toutes ces situations-là, Pierre Rosanvallon, il est question d'assumer une démocratie intégrale. C'est cela en fait la première différence. Il y en a beaucoup d'autres, mais avec la dictature. Dans une dictature, on se prononce fermement contre la démocratie. Dans un régime populiste, au contraire, on a toujours l'impression d'assumer non seulement la démocratie, mais parfois les règles du scrutin, parfois également la norme de droit, parce que par exemple aux États-Unis, celle-ci n'est pas bafouée par Donald Trump. Il doit faire face à des contre-pouvoirs et il n'a pas réussi, bien entendu, à les supprimer. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, les États-Unis n'est pas la Pologne et Trump ne peut pas manipuler les tribunaux ou la Cour suprême de la même façon que Orban peut manipuler en Europe la Cour constitutionnelle ou d'essayer de manipuler les tribunaux. Orban essaie de en quelque sorte de confisquer la presse, alors que, évidemment, Trump ne le peut pas. Donc, il y a ces très grandes différences. Mais derrière l'idée populiste, il y a bien l'idée qu'au fond, l'élection décide de tout. Et par exemple, si le peuple décide l'élection indéfinie, eh bien, l'élection indéfinie est possible. Regardez, en Russie, on vient d'apprendre que Poutine, qui a été 4 mandats de président, 2 mandats de Premier ministre consécutifs, eh bien, voudrait changer la Constitution pour pouvoir à partir de 2024, continuer à être élu jusqu'à sa mort. Je crois que la démocratie, c'est aussi suivre un certain nombre de règles. La démocratie, elle doit être encadrée. Et c'est ce que refuse d'une certaine façon le populisme. Et il dit par exemple, c'est la façon dont la liberté de la presse est bafouée dans un certain nombre de pays, en disant après tout, nous représentons l'intérêt général, les journalistes, que représentent-ils ? Les journalistes, ils n'ont été élus par personne, les journalistes, ce ne sont que des intérêts privés, et donc ces journalistes, il faut les mettre de côté, il faut les tenir en laisse. Eh bien, est-ce que vous direz que ça, c'est de la démocratie ? Moi, je dirais que c'est une interprétation de la démocratie. C'est une interprétation polarisée de la démocratie où tout se construit à partir du principe majoritaire. Et la démocratie ne vit pas simplement de la majorité, mais du droit également. Pierre Rosanvallon, on se retrouve dans quelques instants. On va évoquer la situation en France, situation politique, mais aussi situation sociale. Le siècle du populisme, histoire, théorie critique. C'est votre livre, publié aux éditions du Seuil. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et cet invité, c'est Pierre Rosanvallon. Il publie Le siècle du populisme, histoire, théorie critique aux éditions du Seuil. Alors, ce retour vers le futur, dit Frédéric Seyss, il intervient après une vague de dégagisme, je mets ça entre guillemets, et précisément, est-ce que le dégagisme, ça n'est pas aussi l'une des composantes du populisme ? Pierre Rosanvallon. Bien sûr, ce que l'on vient d'entendre dans la chronique, c'est les dégagés qui veulent revenir d'une certaine façon. Bien sûr que le dégagisme fait partie du populisme, mais au-delà de cela, le dégagisme fait partie de la démocratie. Et le dégagisme traduit simplement l'usure croissante du pouvoir pour une raison très simple. C'est que les qualités qui font un bon gouvernant ne sont pas les qualités qui font un bon candidat. Et la démocratie, elle est fondée sur le règne des candidats et non pas sur le règne des gouvernants, paradoxalement. Donc, il y a cette raison structurelle, en quelque sorte, qui produit dans les démocraties contemporaines du mécontentement. Mais il y a des raisons structurelles encore plus profondes. Et ces raisons structurelles plus profondes, c'est qu'il y a une usure du fonctionnement démocratique lui-même. Une usure du fonctionnement démocratique pour la raison très simple que ce fonctionnement démocratique, il donne l'impression aujourd'hui d'être une démocratie intermittente. Une démocratie intermittente, justement, qui est fondée simplement sur le moment électoral et que les citoyens voient bien qu'ils ne sont pas représentés de façon adéquate par ceux qui se présentent sous
des airs sympathiques de candidats et ensuite avec des visages plus tristes de gouvernants. Donc il y a cette attente de représentation, cette attente de souveraineté, et le populisme, il est là d'un certain point de vue pour apporter une réponse à cela. Donc il faut comprendre le populisme pas simplement comme une espèce de passion dégagiste, ce qu'il est bien sûr, mais au-delà de cette passion dégagiste, il y a une attente d'un autre type de démocratie. Et aujourd'hui, ce qui triomphe un peu partout, c'est tout de même ce qu'on pourrait appeler des oligarchies démocratiques. Ce sont des démocraties que, en théorie politique, on appelle des démocraties minimales. Et tant que triompheront ces oligarchies démocratiques, ces démocraties minimales, ces démocraties de la mal-représentation, eh bien, il est normal qu'il y ait une attente d'autre chose. Et aujourd'hui, la seule proposition politique, la seule offre politique nouvelle, c'est le populisme. C'est pour cela que le populisme doit être pris au sérieux. Il n'est pas simplement une réaction, il est une offre politique positive dans un contexte dans lequel il y a des dysfonctionnements démocratiques, il y a une insatisfaction démocratique croissante des citoyens. Bon, alors cette insatisfaction, elle est particulièrement visible en France. Il y a eu l'épisode des Gilets jaunes. Et puis aujourd'hui, il y a une autre période, crise sociale, avec cette contestation de la réforme des retraites. Est-ce que, par exemple, là, on a affaire à des passions qui prennent le dessus, la colère qui s'exprime? Est-ce que ça, c'est précisément une manière normale de régler les conflits en démocratie? Est-ce que c'est une porte ouverte aux populistes? Quels sont... Là, il faut distinguer très clairement le moment des Gilets jaunes et le moment actuel des retraites. Là, nous sommes dans un moment social, je dirais, classique. Nous sommes dans un moment social où il y a des revendications bien claires qui sont mises sur la table, où il y a des organisations représentatives, où il y a des formes d'action qui sont la grève, la manifestation. On est, je dirais, dans le social traditionnel. Et il n'y a pas une once de populisme dans ce mouvement-là. Au contraire, une vitalité sociale. En revanche, la particularité de ce moment présent par rapport à d'autres grands moments de grève qui ont ponctué l'histoire française, c'est que, me semble-t-il, on voit avec éclat maintenant que des mouvements sociaux ne sont plus guidés en quelque sorte par un modèle positif d'avenir. Les mouvements sociaux expriment une crainte de l'avenir, mais non pas sous les espèces d'un projet positif, mais sous les espèces, je dirais, d'une conservation de ce qui existe déjà. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de projet alternatif aujourd'hui? Regardez, quand des syndicalistes finissent par dire qu'au fond, il faut retirer le projet parce qu'on avait un très bon système de retraite qui pouvait être amélioré, mais qui, grosso modo, était très bon, c'est de dire d'une certaine manière que voilà, il n'y a pas une grande alternative au monde présent, alors qu'il y a besoin d'une alternative au monde présent. On voit bien, par exemple, dans les retraites, qu'on aurait pu se saisir de cette question des retraites pour parler d'une inégalité fondamentale qui a été très peu débattue, l'inégalité des espérances de vie. Il y a quand même plus de 10 ans de différence d'espérance de vie aujourd'hui entre un ouvrier, l'ouvrier étant un chauffeur-livreur et pas simplement le maçon ou le sidérurgiste, et puis un cadre. Ça, il faut le prendre en compte. Les retraites minimales posent la question aussi du revenu universel. On voit bien que nous sommes au bord de la réflexion sur un nouveau modèle social, mais il ne se fait pas jour. Pierre Rosanvallon, il y a dans le Figaro ce matin des jugements très durs portés sur la fin de ce mouvement social. C'est ce que dit le Figaro. Il s'agit aujourd'hui d'une grève qui s'essouffle, dit le Figaro, et lorsqu'elle s'essouffle, eh bien, elle se mue en violence avec une intrusion au siège de la CFDT, violence avec Emmanuel Macron qui a été entouré par des manifestants alors qu'il était au théâtre samedi soir, et puis également un épisode, alors pour l'instant cet épisode n'est pas attribué à quelqu'un en particulier, mais en tout cas le restaurant La Rotonde, qui est devenu un symbole du macronisme, a été incendié. On ne sait pas à qui il faut attribuer ce
geste. On sait juste que ce restaurant a été frappé par une action, semble-t-il, criminelle. Est-ce que ça, justement, ça n'est pas une manière de dire qu'on n'est plus dans le jeu syndical traditionnel? Non, je ne le pense pas. Bien sûr qu'on peut critiquer ces différents événements que vous venez d'évoquer, mais ils sont tout de même relativement marginaux au regard de la question sociale générale qui est posée. Et en faire l'indicateur, je dirais, d'un dérapage social généralisé me semble extrêmement exagéré. Dans ce livre, Le siècle du populisme, vous reprenez l'histoire du populisme, notamment en France. Et lorsqu'on prend le moment que nous traversons, qui est quand même un moment agité, je vous pose la question. On peut dire que depuis la crise des Gilets jaunes, on a affaire à une succession de protestations sociales. Est-ce que ce moment renvoie à d'autres épisodes? Alors vous parlez notamment de Louis-Napoléon Bonaparte. On sait que le 19e siècle, dont vous êtes un spécialiste, Pierre Rosanvallon, a été un moment extrêmement agité entre les différentes tentatives de restauration qui se sont succédées, la révolte des Canuts en 1831. Enfin bref, ces différents épisodes, ils vous font penser à quoi? Ces épisodes du passé, ils sont l'histoire d'une lutte sociale. D'abord d'une lutte sociale pour le suffrage universel, d'une lutte sociale pour un salariat qui ne soit plus simplement une forme d'esclavage, mais qui puisse devenir une condition sociale acceptable. Et je dirais qu'aujourd'hui, ces combats-là, évidemment, ils n'ont peut-être pas l'ampleur passée, parce que le suffrage universel est là, et le salariat existe tout de même comme une condition qui n'est plus l'esclavage. Mais que la redéfinition d'un monde du travail qui soit un monde plus autonome, d'un monde qui fasse part à la dignité des personnes, qui fasse part à la coopération. Je crois que tout ça, ça reste des objectifs de combat et de construction qui sont toujours devant nous. Les idéaux du 19e siècle, d'un certain point de vue, si on les définis comme des idéaux de respect, des idéaux de dignité, des idéaux d'autonomie, des idéaux de citoyenneté partagée, de citoyenneté active, ils sont toujours là devant nous. Et donc, il faut leur donner une traduction. Et c'est ce qui fait le plus défaut aujourd'hui. Je dirais d'un mot très simple, c'est que le progressisme est en panne. Et si le progressisme est en panne, eh bien c'est une des causes indirectes, si je puis dire, de la montée en puissance des populistes. Les populismes apparaissent comme la grande idée alternative. Bon, mais alors, si on reprend toujours les 2 dernières années qui viennent de s'écouler en France, on a par exemple la révolte des Gilets jaunes avec, après l'épisode de colère particulier de début décembre des Gilets jaunes, eh bien, Emmanuel Macron qui décide de donner un certain nombre de mesures ou de concessions à ces Gilets jaunes, tandis qu'aujourd'hui, il y a eu peu de concessions encore dans le mouvement social. Est-ce que ça ne signifie pas que finalement, la colère, l'affrontement, voire la violence peut payer en démocratie? Oui, mais ça n'a pas été payant pour le pouvoir, si je puis dire, parce que toutes les concessions qu'a fait le président de la République en décembre 2018 n'ont guère infléchi le mouvement des Gilets jaunes. Il s'est essoufflé parce qu'il y a toujours un espèce d'essoufflement naturel. La mobilisation ne peut pas être toujours à son point maximal. Mais la demande de reconnaissance, la demande d'être écouté, le fait de ne plus supporter d'être invisible, la prise en compte aussi, et c'était une des caractéristiques essentielles des Gilets jaunes, que ça n'est pas simplement des mesures générales, mais qu'il faut tenir compte des situations particulières. Les Gilets jaunes, au fond, ce n'était pas un groupe social particulier. C'était tout un ensemble hétérogène de personnes qui partageaient des communautés d'épreuves de difficultés de fin de mois, communautés d'épreuves de difficultés de transport, communautés d'épreuves de sentiment de ne pas être représenté, d'être méprisé dans la société. Et ça n'est pas en faisant un gros chèque ce qui était fait, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, dans la réduction de la pauvreté, les 10 milliards investis vont peser extrêmement lourd, et tous les spécialistes des questions de pauvreté le constatent. Ça va changer la question, mais ça n'était pas simplement un problème de pauvreté, les Gilets jaunes, c'était aussi un problème de dignité, c'était un problème de démocratie. Mais alors, justement, lorsqu'on voit ces luttes sociales qui, jusqu'à présent en tout cas, ne donnent pas de modification concrète du projet de réforme des retraites, sauf si vous êtes en désaccord avec ça, Pierre Rosanvallon, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il va falloir qu'il y ait un débouché à cette colère sociale qui n'a pas eu d'écho
auprès du pouvoir. Qu'est-ce que ça peut devenir, cette colère, alors que vous insistez sur le rôle des émotions en politique dans votre siècle du populisme, Pierre Eh bien, s'il n'y a pas de solution, il y aura tout un ensemble de refoulés, un mouvement de refoulés qui va trouver des occasions de défoulement. Et les occasions de défoulement incontournables, ça reste tout de même les élections. Donc on va voir ce que vont donner les élections municipales. Mais il faut aussi faire en sorte que ce refoulement ne soit pas simplement exprimé électoralement. Il doit être exprimé aussi sous les espèces, je dirais, d'un projet de société, d'un projet de renforcement et on pourrait dire, de réinvention de nos démocraties. Dans un projet de... regardez par exemple cette question de la différence des espérances de vie. C'est quand même... Quand on parle des inégalités, c'est une inégalité fondamentale. Comment la traiter ? Est-ce qu'on peut la traiter en universalisant la réflexion sur la pénibilité ? Après tout, les régimes spéciaux, leur origine, c'était les travaux très pénibles, les travaux de nuit, des travaux de conduite, des travaux qui mobilisaient, faisaient qu'on était usé à 50 ans. Eh bien, il y a aujourd'hui bien d'autres façons d'être usé dans la société. Et c'est cela, je dirais, offrir un débouché, c'est donner des thèmes qui peuvent dessiner des horizons communs. Mais alors justement, est-ce que vous trouvez que par exemple la CFDT, vous êtes proche de la CFDT, Pierre Rosanvallon, est-ce que vous trouvez que la CFDT n'est pas allée suffisamment loin dans les propositions qu'elle pourrait, par exemple, par rapport à cette inégalité donc des espérances de vie, faire des propositions beaucoup plus concrètes, élaborées par rapport à cette question des retraites ? Je serais assez d'accord avec votre point de vue. Je pense que le réformisme n'est pas un péché. Le réformisme peut exister. Le réformisme, c'est être amené à négocier, de voir le possible et il faut en quelque sorte l'éclairer par le pensable. Et je pense que la force historique de la CFDT, moi j'ai été très proche d'Edmond Maire, la force historique de quelqu'un comme Edmond Maire, c'est à la fois d'avoir été un grand visionnaire, si je puis dire, de la transformation sociale, et en même temps un négociateur au quotidien, je dirais, du possible. Le réformisme n'est pas un gros mot, si le réformisme s'appuie, je dirais, sur une certaine forme d'utopie sociale. Et peut-être que la CFDT a retrouvé ce sens de l'utopie sociale qu'elle a un peu perdu. Mais en même temps, retrouver, c'est pas très audible actuellement. C'est pas très audible, mais je crois qu'à travers, si on regarde par exemple, va s'ouvrir la discussion sur la pénibilité. Mais la discussion sur la pénibilité, c'est quand même réfléchir à ce qui produit du commun dans le travail. La réflexion sur le rôle des enseignants et leur rémunération va être un élément extrêmement important. Maintenant, je dirais des discussions post-conflit qui vont accompagner ou suivre le débat parlementaire. Et là, on voit bien qu'il manque tout de même d'une espèce d'utopie sociale pour donner sens à des réformes, même lorsqu'elles sont limitées. Et la CGT, dans ce jeu-là ? La CGT a longtemps été l'âge d'or, je dirais, de la CGT a été l'âge d'or de l'idéal communiste. Et donc dans lequel, quand Maurice Thorez disait « il faut savoir terminer une grève », cela voulait dire quoi ? C'est qu'on avait un objectif extrêmement ambitieux et qu'on avait une stratégie quotidienne rapportée à cette grande ambition historique et qu'à ce moment-là, arrêter une grève n'était pas un problème parce que on reconstituait ses forces et on savait qu'il fallait regarder vers ce but et que ce but, c'était des petits combats partiels. Alors que là, on a l'impression qu'on met tous ses forces dans une bataille instantanée. Et du coup, on risque de produire de la désillusion, on risque de produire du désenchantement, à mettre en quelque sorte tous ses œufs dans le panier d'une seule lutte immédiate, comme si c'était le choix entre la renonciation ou bien la victoire totale. Mais alors, si l'on compare l'épisode de contestation sociale que l'on a sous les yeux et celui, par exemple, qui a eu lieu en France en 1995, à l'époque, le leader de la CGT, Bernard Thibault, avait obtenu gain de cause. Il y a eu retrait de la réforme.
aujourd'hui, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de retrait de cette réforme. Est-ce que cela signifie que Bernard Thibault, qui est entré dans l'histoire en étant celui qui a fait reculer Alain Juppé, a fait un pari? Alors, il n'était pas global, il ne débouchait peut-être pas sur une vision du monde, comme vous dites, comme la vision du monde de Thorez, mais en tout cas, tactiquement, il a eu raison. Aujourd'hui, Philippe Martinez aurait tort si on fait cette comparaison. Je pense que Bernard Thibault appartient encore à la dernière génération des grands dirigeants de la CGT qui avaient cette vision d'un horizon social, c'est absolument indéniable. Et lui, il a vu une vision du social. Le grand changement, me semble-t-il, c'est l'analyse que je fais avec Martinez, c'est que la CGT semble donner la priorité, je dirais, à une forme de combat politique. Mettre en échec le gouvernement, c'est le premier objectif, avant d'être sur le terrain social. Et là, il y a une sorte de divorce à l'intérieur de la CGT entre peut-être une CGT des structures ou des superstructures et une CGT de base qui négocie avec FO et avec la CFDT et qui signe des contrats tous les jours dans les entreprises privées. Dans le siècle du populisme, vous tentez de comprendre ce phénomène, un phénomène qui se fonde bien souvent sur la colère du peuple, la colère des électeurs. Et aujourd'hui, si cette réforme a lieu, il est probable qu'elle laisse de chaque côté de la route des gens qui seront en colère et qui trouveront peut-être un débouché électoral. Est-ce que cela fait un boulevard pour les partis contestataires? La gauche est en partie inaudible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela. Donc il reste par exemple le Rassemblement national. Et Marine Le Pen a dit très précisément que si elle était élue, ou en tout cas si elle avait la possibilité de mener une politique sur les retraites, elle retirerait cette réforme. Est-ce que ça, c'est une suite par exemple logique de ce mouvement? Je pense que le gouvernement a joué avec le feu, parce que lorsque le gouvernement a pris la décision fondamentale de refuser de séparer une discussion sur le modèle des retraites d'une discussion sur le financement, cela veut dire qu'il a mis au premier plan dans son projet un objectif politique, puisque c'est la droite qui voulait mettre l'accent sur l'équilibre des retraites comme objectif immédiat. Eh bien, le gouvernement a voulu, pour des raisons politiques et pour des raisons donc de conquérir l'électorat de droite, a fait le choix de refuser la séparation entre la réforme du modèle des retraites, disons, et puis la réforme financière. Mais ceci étant dit, il joue avec le feu, puisque évidemment, il alimente ce qui apparaît comme politiquement l'alternative la plus évidente et la plus visible, à savoir le Front National. Et le Front National, là, qui n'a pas eu peur, si je puis dire, d'adopter la position de la CGT. Et là, c'est au fond ce que souhaite le président de la République. Tout en disant qu'il détestait la CGT, qui avait un antagonisme, en tout cas. Bien sûr, mais enfin, le résultat est là, c'est que sa stratégie politicienne construit le Rassemblement national comme le seul, je dirais, le seul véritable opposant politique. Et qu'effectivement, si dans les élections présidentielles dans 2 ans, on retrouve l'opposition Le Pen-Macron, peut-être Macron l'emportera, encore que ce n'est pas sûr, parce qu'il a fait tellement de déçus que peut-être qu'il ne sera pas au second tour. C'est une possibilité qui me semble ne pas devoir être écartée. Mais dans ce contexte-là, pourquoi la gauche est-elle inaudible? Et là aussi, on est nécessairement renvoyé aux années 30 avec une forte période de contestation sociale qui ne débouche pas, comme on le sait, après le Front populaire, pire encore en Allemagne, par une victoire de la gauche. Comment expliquez-vous cela? Mais la gauche est inaudible, pas simplement parce qu'elle manque de dirigeants charismatiques, ce qui est un petit peu le cas, mais la gauche est inaudible parce qu'elle n'a plus de projet. Que dit la gauche sur la démocratie de l'avenir ? Qu'est-ce qu'elle souhaite construire comme type de démocratie? Répondre à la malreprésentation, répondre à ce sentiment d'être invisible qu'ont beaucoup de citoyens. Que propose la gauche dans cette direction? Elle ne propose rien. Que propose la gauche pour reconstruire une société plus inégalitaire, pour
je dirais, canaliser et limiter cette prétention à justifier les inégalités les plus extrêmes. Parce que les inégalités les plus extrêmes, elles ne sont pas simplement là par la force, elles sont là parce qu'elles sont légitimées par beaucoup. Le problème de la gauche, c'est une panne des idées. Elle est en panne d'idées, elle est en panne d'une vision alternative de la démocratie, elle est en panne d'une vision alternative du social, elle est en panne d'une vision, je dirais, de la régulation de l'économie. Et c'est parce que ces idées sont à plat que la gauche elle-même est au tapis. Bon, alors, il y a la démocratie représentative, il y a le référendum, il y a le RIC, qui a été d'ailleurs largement promu par les Gilets jaunes. Qu'en pensez-vous? Quel est le rôle de ces procédures et dans quelle manière ils peuvent être considérés comme étant des manières d'approfondir la démocratie ou au contraire le populisme? Le référendum peut être considéré comme un peu l'institution reine de la démocratie, puisque solennellement tous les citoyens sont amenés à décider. Mais quels sont les bons domaines dans lesquels le référendum peut jouer? Ça n'est pas évident. Regardons le Brexit. Les Anglais enthousiastes ont voté pour le Brexit, mais on s'apercevait qu'ils ne savaient pas quel était le contenu de ce Brexit. Donc un référendum ne vaut quelque chose que si, en même temps que l'on vote sur quelque chose, on sait comment on va l'appliquer et quelles sont les conditions de son application. Et c'est la raison pour laquelle le référendum ne peut pas répondre toujours à toutes les questions et qu'il faut de la représentation et aussi qu'il faut de la délibération. La démocratie, ce n'est pas simplement la décision solennelle. La démocratie, c'est aussi la construction des enjeux, c'est aussi la délibération, c'est aussi faire connaître les situations de chacun. Et là, le référendum apparaît un peu comme la recette magique. D'une manière générale, le référendum qui est au cœur de la culture populiste, on peut dire, définit une version simplificatrice, une version polarisée de la démocratie, là au contraire, où il faudrait trouver bien d'autres moyens d'exprimer la démocratie, que ce soit des assemblées tirées au sort, que ce soit des modes alternatifs de représentation et de connaissance de la société. Je crois que ça n'est pas en simplifiant la démocratie, en prétendant la canaliser à travers un instrument miracle qu'on la fera progresser, mais au contraire, en essayant de définir des mises en scène, des mises en forme du peuple qui soient aussi démultipliées que possible pour faire vivre un peuple vivant et pas simplement un peuple de papier. Pierre Rosanvallon, une question en guise de conclusion. Je ne sais pas si c'est une catégorie au travers de laquelle pense l'historien. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la France? Jusqu'ici, le pays a, semble-t-il, échappé au populisme. Est-ce que pour vous, c'est un destin... Je ne suis pas simplement inquiet pour l'avenir de la France, je suis inquiet pour l'avenir de la planète. Mais ça, à la limite, je dirais que c'est général. Non, mais pas simplement l'avenir de la planète au sens de l'environnement, mais parce que ces questions sur les formes de la démocratie, les formes du contrat social, les manières de dissolution des sociétés, elles sont partout présentes. Et je dirais, alors que le XXe siècle a été le siècle qui a vu du sein des démocraties fragilisées et imparfaites surgir les vertiges du totalitarisme, eh bien, actuellement, hélas, nous voyons surgir une démocratie inachevée, cette nouvelle figure qui est dans la démocratie, mais de façon problématique, le populisme. Et donc, vous n'êtes pas plus ou moins inquiet pour la France? Est-ce que vous voulez dire que finalement, notre pays est exactement en proie aux mêmes convulsions? Oui, hélas. Mais alors, est-ce que le XXe siècle a été une catastrophe pour la planète tout entière, comme vous dites? Le XIXe a été une catastrophe plus précise pour la France, avec énormément de périodes extrêmement convulsives. Est-ce que c'est plutôt ça le modèle qui nous on est tout de même sorti des régimes autoritaires, on est tout de même sorti des dictatures, avec le suffrage universel, avec l'invention des États-providence. Et aujourd'hui, il faut l'équivalent, je dirais, de ce moment de réinvention de l'État-providence, de réinvention du suffrage universel sous les espèces d'une démocratie renouvelée et d'un contrat social redéfini. Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme, histoire, théorie critique, c'est votre livre publié aux éditions du Seuil.